Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui au programme en physique-chimie, on va corriger l'activité 5, page 116 que je vous avais demandé de faire pour aujourd'hui. On est toujours sur la leçon qui concerne la tension électrique, d'accord. Et ensuite, après avoir corrigé l'activité 5, je vous donnerai l'activité 6, du coup page 117, c'est la page d'après, la page suivante, à faire pour la fois prochaine. Voilà, d'accord. Alors très rapidement, on va relire vite fait l'activité 5. Donc n'hésitez pas à prendre votre cahier, hein. Je vais pas l'afficher, je vais pas l'afficher à la caméra. Donc n'hésitez pas à prendre votre cahier, page 116, activité 5, et puis je vous la relis du coup, et on va commencer à répondre aux questions. Donc, pourquoi la voiture d'un circuit accélère-t-elle lorsqu'on appuie sur la manette? Dans un circuit de voiture électrique, les voitures comportent un moteur électrique qui, lorsqu'il est alimenté, convertit l'énergie électrique reçue en énergie cinétique, entraînant les roues de la voiture. On l'avait déjà dit la dernière fois, l'énergie cinétique, c'est l'énergie de mouvement que possède un objet lorsqu'il a un mouvement, lorsqu'il a une vitesse. D'accord. Une voiture qui avance à 100 km/h n'aura pas la même énergie qu'une voiture qui avance à 50 km/h. D'accord. Elle aura une énergie plus grande, une énergie cinétique plus grande. Voilà. Donc document 1, on a la photo d'une voiture électrique sur une partie d'un circuit électrique avec des rails. Donc un générateur est relié à une manette de jeu, est même relié aux rails disposés tout au long de la piste. Sous chaque voiture, des languettes métalliques permettent de relier électriquement le moteur de la voiture aux rails du circuit. Voilà, on l'avait déjà dit la dernière fois, l'électricité arrive par un des rails, rentre dans la voiture via les languettes qui sont sous la voiture, alimente le moteur électrique et l'électricité ressort par le deuxième rail. D'accord. Bien entendu, vous avez un générateur. Le générateur, en général, c'est la prise électrique, hein. On branche un circuit électrique à la prise électrique et c'est la prise électrique qui nous fournit le courant. Ensuite, document 2, la manette. La manette est constituée d'un conducteur ohmique réglable de symboles. Là, vous avez le symbole sur la page, c'est un rectangle avec une flèche dedans. On avait dit que le conducteur ohmique c'était la même chose qu'un résistor. D'accord. Et donc un résistor ou un conducteur ohmique possède une résistance. Et vous avez des conducteurs ohmiques qui peuvent être variables, dont la résistance peut être variable. Donc on peut choisir finalement la résistance du conducteur ohmique. La résistance, ça va être la capacité du conducteur ohmique ou du résistor, hein, c'est la même chose, à résister du coup au passage du courant. D'accord. Plus un dipôle est résistant, plus il résiste au passage du courant, et moins le courant qui le traversera sera fort. D'accord. Moins le courant sera intense dans le circuit. Et enfin, document 3, loi d'additivité des tensions. Donc vous avez un schéma avec un générateur, un moteur et une résistance variable. Et on vous dit que les tensions sont indiquées par la lettre grand U, U majuscule. Et on nous dit que grand U est égal à U1 plus U2. On a grand U qui représente la tension du générateur, U1 qui représente la tension de la résistance variable, et U2 qui représente la tension du moteur. D'accord. Allez, donc on va commencer à corriger. Donc première question, on peut modéliser l'ensemble du jeu par un circuit électrique série constitué d'un générateur, d'un conducteur ohmique réglable et d'un moteur électrique. Donc réaliser ce circuit électrique, le circuit étant fermé, agir sur le variateur du conducteur ohmique réglable, noter les observations. D'accord. Donc vous avez à l'écran ici le schéma du circuit électrique de l'activité, à ceci près que le moteur à ceci près que le moteur dans l'activité a été remplacé par une lampe, hein. On l'avait déjà dit, je crois, la dernière fois. Il n'y a pas de moteur ici dans les propositions de dipôle à gauche. Ici, il n'y a pas de moteur. Donc on a simplement remplacé le moteur par une lampe. D'accord. Donc voici le circuit électrique qu'on peut faire pour modéliser justement le circuit électrique d'un comment on appelle ça, d'un circuit de voiture en fait, circuit de voiture électrique. Voilà. Je vais quand même refaire le circuit électrique, le schéma sur la feuille. D'accord. Donc on va mettre correction. Voilà. Alors je vais mettre activité 5. Page 116. Donc question numéro 1. Je vais refaire rapidement le schéma. Donc on a la pile ici en haut, avec le plus, on a mis plus à droite et le moins à gauche. Je vous rappelle que plus et moins, on peut les inverser, hein. Enfin, je veux dire, on peut dessiner la pile dans tous les sens qu'on veut, hein. C'est pas très important. Ensuite, un fil, un deuxième fil, un troisième fil avec la lampe ici et la résistance variable ici. Donc la résistance variable,
on a une flèche, voilà, ici qui nous indique que on peut modifier la valeur de la résistance. Et enfin, voilà, je suis pas très doué pour dessiner, mais bon. On revient au moins de la pile. Voilà, d'accord? Donc on a réalisé le circuit électrique et maintenant il faut voir quelle est l'influence de la résistance sur finalement le fonctionnement du circuit. D'accord? Donc je vous avais dit que vous pouviez modifier la valeur de la résistance en cliquant dessus et ensuite en changeant avec le curseur ici la valeur de la résistance qui est indiquée en ohm. D'accord? L'unité de la résistance d'un dipôle, on l'exprime en ohm. Donc, on regarde, lorsque j'augmente la résistance, lorsque je passe de 10 à 20 ohms par exemple, voilà, on voit que la luminosité de la lampe a diminué. D'accord? Et au contraire, si je diminue la résistance en dessous de 10 ohms, si je la mets à, on va dire, voilà, 2 ohms, on voit que la luminosité de la lampe augmente. Donc ça veut dire que le courant, il change dans le circuit. Hein, si je dessine voilà, le courant, avec les petites flèches ici, vous voyez que là le courant il avance, il a une certaine intensité, hein, donc il avance avec une certaine vitesse dans le circuit, il a une certaine intensité, qu'on peut mesurer grâce à un ampère-mètre, d'accord. Si j'augmente la résistance, on voit que le courant, l'intensité du courant diminue, les flèches avancent moins vite, d'accord, et donc forcément ici la lampe brille moins fort. Voilà. Donc l'influence du résisteur ou du conducteur ohmique est très importante dans le circuit. En fonction de sa résistance, on va pouvoir contrôler l'intensité du courant et donc contrôler l'allumage ou contrôler la luminosité de la lampe. Alors dans l'activité, je vous rappelle, c'est un moteur ici à la place de la lampe, hein, parce qu'en fait on est sur un circuit de voitures électriques qui avance, donc pour qu'elles avancent il faut qu'elles aient un moteur. Bien entendu, on peut exactement faire le même raisonnement avec un moteur. Si la résistance je l'augmente, alors le courant va diminuer dans le circuit et donc le moteur va tourner moins vite. Au contraire, si je diminue la résistance du résistor, alors le courant va se mettre, l'intensité du courant va devenir plus grande et donc le moteur va tourner plus vite. D'accord? C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc on peut écrire, noter les observations. Donc, hop. Si on augmente la résistance du conducteur ohmique, virgule, alors l'intensité du courant dans le circuit diminue de point, la lampe brille moins fort. Entre parenthèses, je vais quand même mettre le moteur tourne moins vite pour qu'on soit raccord quand même avec l'activité du livre. Le moteur tourne moins vite. Voilà, d'accord. Voilà, si vous n'êtes pas sûr de ce que... Enfin, si vous doutez, entre guillemets, de ce qu'on vient de voir, de ce que je viens de dire, vous pouvez bien entendu débrancher un fil, par exemple celui-là. Voilà. Mettre l'ampère-mètre à cette place-là et rebrancher ensuite dans le circuit. Je vois que par exemple, lorsque ma résistance est de 4 ohms, j'ai une intensité ici, faut tourner un peu la tête, mais bon, on arrive à lire quand même, de 0,64 ampères. D'accord ? Donc si j'augmente la résistance, si je l'amène jusqu'à 20 ohms par exemple, on voit qu'on est passé de 0,64 ampères à 0,30 ampères. Donc c'est bien ce qu'on a dit, lorsque on augmente la résistance du conducteur ohmique, l'intensité du courant diminue dans le circuit et par voie de conséquence, la lampe brille moins fort. D'accord ? Voilà. Donc en mettant un ampère-mètre dans le circuit, on se rend beaucoup mieux compte du rôle de la résistance du conducteur ohmique. D'accord ? Voilà. Bien entendu, l'inverse est vrai. Hein. Si on l'a dit à l'oral, je ne l'ai pas écrit ici sur le cahier, mais l'inverse est vrai. Hein. Si je diminue la résistance du conducteur ohmique, alors l'intensité augmente dans le circuit et la lampe brille plus fort, ou le moteur tourne plus vite. Voilà. Ensuite, deuxième question.
pour un même réglage du variateur, donc pour un même réglage de la résistance du conducteur ohmique. Mesurer les tensions aux bornes du générateur, du moteur et du conducteur ohmique réglable. Regrouper les résultats dans un tableau. Alors, question 2. Donc, pour un même réglage du variateur. Donc, on va choisir un réglage du variateur, on va dire aléatoire, au hasard. Par exemple, je vais choisir, moi, un réglage de 10 ohms. D'accord? Donc, hop, et je me mets sur 10 ohms. Voilà, donc j'ai choisi une résistance du conducteur ohmique de 10 ohms. D'ailleurs, je vais le mettre, je vais l'écrire aussi sur ma feuille. Donc, on choisit une résistance de 10 ohms. Alors, ohm, le symbole pour ohm, c'est la lettre grecque oméga. D'accord? Ça veut dire oméga. C'est une lettre grecque. Voilà. Donc 10 ohms. Donc, maintenant qu'on a choisi cette valeur-là pour la résistance, on va mesurer la tension aux bornes du générateur, donc aux bornes de la pile, et la tension aux bornes de la lampe et de la résistance. D'accord? Donc, on va écrire, on mesure les tensions aux bornes de tous les dipôles. Donc, 2 points. Donc, je vais mettre tension UG pour générateur égale. Donc, je vous rappelle, pour mesurer la tension aux bornes d'un dipôle, c'est facile. On prend le voltmètre. Hop, voilà. Et je viens venir placer les bornes du voltmètre ici sur chacune des bornes du dipôle, donc sur chacune des bornes de la pile. Donc là, je vois que la tension aux bornes de la pile est de 9 volts. D'accord? Donc on va l'écrire ensuite sur la feuille. Donc tension de la pile aux bornes du générateur est égale à 9 volts. Ensuite, on mesure la tension aux bornes de la lampe, donc UL, L pour lampe. D'accord? Donc la tension aux bornes de la lampe, on fait la même chose. On prend le voltmètre, je vais le mettre en dessous, comme ça on verra mieux. Je mets une borne du voltmètre sur une borne de la lampe et la deuxième borne du voltmètre sur la deuxième borne de la lampe. Et je lis une tension égale à 4,5 volts. D'accord? Donc UL est égal à 4,5 volts. Ok? Puis ensuite, on va faire la tension aux bornes du conducteur ohmique, du résistor. Donc je vais mettre UR pour tension résistor. D'accord? Je fais la même chose, je mets une borne sur une borne du résistor et une borne du voltmètre sur l'autre borne du résistor. Et je lis 4,5 volts. UR égale 4,5 volts. D'accord? Il faut regrouper ces résultats dans un tableau et il faut refaire les mesures pour un autre réglage du variateur pour la question 3 et compléter le tableau. Comment les tensions aux bornes de dipôle évoluent-elles? D'accord? Très bien. Alors, je vais faire du coup le tableau et je reviens tout de suite. Voilà, alors je viens de faire le tableau. Donc vous voyez que c'est un tableau avec 3 lignes et 3 colonnes. Dans la première ligne, on a UG, UL et UR qui correspondent aux tensions du générateur, de la lampe et du résistor. Et dans la deuxième colonne ici, on a grand R sur la première ligne égale 10 ohms. Donc ça, c'est la résistance du résistor qu'on a choisi pour avoir les premières valeurs. D'accord? Donc on a vu que pour une résistance du résistor est égale à 10 ohms, on avait une tension aux bornes du générateur qui était égale, on l'avait noté juste avant, ici, qui est égale à 9 volts. D'accord? Donc je réécris 9 volts dans la première case. Hop. 9 volts. Voilà. Pour la tension de la lampe et la tension du résistor, on a vu que c'était la même chose. Ça valait 4,5 volts et 4,5 volts aussi. D'accord? Donc ça, c'était pour la question 2, où il fallait regrouper les résultats dans un tableau. Et donc dans la question 3, il faut refaire la même chose, mais cette fois-ci, il faut choisir une autre valeur pour la résistance du résistor. On avait choisi 10 ohms pour la première fois. Là, on va essayer de choisir autre chose. On va dire, peu importe, on va aller jusqu'à 15 ohms. Ça ira, je pense. On va choisir 15 ohms. Donc, je clique dessus et je vais jusqu'à 15 ohms. 15 ohms, voilà. Et maintenant, on refait la même chose. Donc, on va mesurer la tension aux bornes du générateur. Donc, je mets toujours... Zut, qu'est-ce que j'ai fait? Je fais des bêtises. Voilà, je mets toujours les deux bornes du voltmètre. Je branche toujours les deux bornes du voltmètre sur les deux bornes du générateur et je lis toujours une tension de 9 volts pour le générateur. Donc j'ai toujours 9 volts. Ah, j'ai oublié de compléter ici. La résistance ici, elle vaut 15 ohms. Voilà, d'accord? J'ai toujours 9 volts pour le générateur. Donc maintenant, on va faire la lampe.
pour la lampe, j'ai, on ne voit pas, 3,6 volts. Et enfin pour la résistance, enfin pour le résistor, pardon, pour le résistor, on a 5,4 ohms. 5,4 volts, pardon. Oula, j'ai dit ohm, c'est 5,4 volts. Attention, hein, j'ai confondu la résistance avec la tension. Là, c'est 5,4 volts. Voilà, d'accord. Et enfin, on va faire une troisième mesure, histoire d'avoir quand même quelque chose de... Enfin, pas que deux mesures, mais au moins trois. Où on va encore modifier la résistance du résistor. Cette fois-ci, on va aller jusqu'à, allez, on va dire... allez, 25 ou 30. Allez, on va aller jusqu'à 30 ohms pour la résistance du résistor. D'accord. Je mesure, alors je vais noter 30. Zut, je me suis trompé. Alors du coup, vous n'avez pas vu. Voilà. Donc là, c'était les valeurs pour la résistance du résistor 15 ohms. Donc 9 volts pour le générateur, 3,6 volts pour la lampe et 5,4 volts pour le résistor. Maintenant, on est passé à 30 ohms pour la résistance du résistor. 30 ohms. Et on va mesurer la tension du générateur. Alors, la tension du générateur, elle est égale à 9 volts toujours. 9 volts. Ensuite, la tension de la lampe, elle est égale à 2,25 volts. 2,25 volts. Et la tension du résistor est égale à 6,75 volts. D'accord? Voilà. Du coup, question numéro 4. Fin de la question numéro 3. Comment les tensions aux bornes des dipôles évoluent-elles? Donc, là je vais mettre petit 3. Voilà. Donc, fin de la question 3. Comment les tensions aux bornes des dipôles évoluent-elles? Donc, c'est facile. On voit que la tension aux bornes du générateur, elle reste la même tout le temps. Même si je change la résistance du résistor, la tension aux bornes du générateur reste tout le temps la même. Mais on voit que les tensions aux bornes de la lampe et du résistor changent en fait. Quand j'augmente ici la résistance du résistor, on voit que la tension aux bornes de la lampe diminue. Et on voit que la tension aux bornes du résistor, elle, augmente. D'accord? On va noter ça juste après le tableau. Donc, lorsqu'on augmente la résistance du résistor, virgule, la tension aux bornes du générateur reste la même, virgule, la tension aux bornes de la lampe diminue et la tension aux bornes de la résistance augmente. Voilà, d'accord, ça c'était la question 3. Ensuite la question 4. Montrer que les résultats des mesures sont en accord avec la loi énoncée dans le document 3. Donc dans le document 3, on nous dit que la tension aux bornes du générateur est égale à la tension aux bornes du moteur plus la tension aux bornes du résistor. Donc est-ce que c'est le cas, nous, ici? Alors je répète, on n'a pas le moteur, mais on a une lampe à la place. Donc nous, si la loi énoncée dans le document 3 est correcte, ça veut dire que UL plus UR, ça donne UG. Alors est-ce que c'est le cas à chaque fois? UR plus UL pour la résistance de 10 ohms, ici, ça vaut 4,5 plus 4,5, et 4,5 plus 4,5, ça fait 9. Donc là, c'est bien correct. On a bien pour la première expérience, le premier exemple, UR plus UL est égal à UG. Pour la deuxième expérience, avec la résistance égale à 15 ohms, est-ce qu'on a la même chose? UL est égal à 3,6, UR est égal à 5,4, 3,6 plus 5,4, ça fait bien 9 volts aussi. Donc on a toujours UR plus UL est égal à UG.
Et enfin ici, dernier exemple, on a UL égale 2,25 et UR égale 6,75. 2,25 plus 6,75, on retrouve bien 9 volts. 2 plus 6 ça fait 8 et 0,25 plus 0,75 ça fait 1. Donc 8 plus 1 ça fait bien 9. Voilà. Donc à chaque fois, dans tous les cas ici, on a bien UL plus UR qui vaut UG à chaque fois. D'accord. Et UG ne change jamais. La tension aux bornes de la pile, aux bornes du générateur, ne change jamais, même si je change la résistance dans le circuit. D'accord. Voilà. Donc petit 4, montrer que les résultats des mesures sont d'accord avec la loi énoncée dans le document 3. Donc, dans le premier exemple, on a deux points. UG égale à 9 volts et UL plus UR égale à 4,5 plus 4,5 est égal à 9 volts. Voilà. Dans le deuxième exemple, on a deux points. UG égale 9 volts et UL plus UR égale à 3,6 plus 5,4 est égal à 9 volts aussi. Et enfin, dans le troisième exemple, virgule, on a deux points. UG égale 9 volts, c'est un U, c'est pas un V, voilà, et UL plus UR égale à 2,25 plus 6,75 et c'est aussi égal à 9 volts. Donc dans les trois cas, voilà, c'était mal cadré, dans les trois cas on a bien UL plus UR égale UG. Donc on peut noter en conclusion les résultats des mesures sont en accord avec la loi énoncée dans le document 3. Point. Voilà. Voilà pour la question 4. Et enfin la question 5, pourquoi la voiture d'un circuit accélère-t-elle lorsqu'on appuie sur la manette? Vous l'avez vu tout à l'heure. Lorsqu'on appuie si la voiture accélère lorsqu'on appuie sur la manette, ça veut dire que le moteur de la voiture, il tourne plus vite. D'accord. S'il tourne plus vite, c'est parce qu'il a plus de courant électrique qui le traverse. Et donc s'il y a plus de courant électrique qui le traverse, c'est parce que la résistance du résisteur est plus petite. Elle diminue. Donc en fait, lorsque j'appuie sur la manette pour accélérer sur un circuit électrique, et bien en fait, je vais diminuer la résistance du résistor qu'il y a dans le circuit. D'accord. Et donc en faisant ça, je permets au courant d'être plus intense et donc au moteur de tourner plus vite. Voilà. D'accord. C'est aussi simple que ça. Donc question 4. Si le moteur tourne plus vite en appuyant sur la manette, ou alors plutôt, si la voiture accélère, voilà, si la voiture accélère lorsqu'on appuie sur la manette, virgule, c'est parce que le moteur tourne plus vite à cause de la diminution de la résistance du résistor. Voilà, d'accord. Lorsque j'appuie sur la manette, je diminue la résistance du résistor, donc le courant va plus vite, enfin est plus intense, et donc le moteur va plus vite, tourne plus vite. Je diminue à cause de la diminution de la résistance du résistor. Deux points. Le courant est plus intense
dans le circuit. Voilà, c'est ce qu'on avait vu tout au début avec l'ampèremètre, d'accord? On voit que l'intensité du courant est plus grande lorsque la résistance est plus petite. Voilà, donc ça c'était pour la question 5, l'activité 5 on vient de la terminer. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir de cette activité-là? Quelque chose de très important, c'est la première loi de la tension dans un circuit en série. D'accord? La première loi de la tension dans un circuit en série, elle est résumée dans ce tableau-là. D'accord? Dans le tableau que je vais vous passer tout de suite. Voilà. Première loi de l'intensité du circuit, de l'intensité de la tension dans un circuit en série, c'est résumé là-dedans, c'est-à-dire que la tension aux bornes du générateur, elle est égale à la tension, à la somme des tensions des récepteurs. D'accord? Ça, c'est égal à ça plus ça. D'accord? Voilà. Ça, c'est la première loi de la tension dans un circuit en série. Et si je rajoute encore un dipôle, je peux le faire tout de suite, ça va aller très vite, vous allez voir. Si je rajoute encore un dipôle dans le circuit, voilà, par exemple ici, j'ouvre le circuit pour rajouter un autre dipôle en série. Je rajoute une deuxième lampe par exemple, voilà, je rajoute une deuxième lampe. Tac. Voilà. Si je mesure la tension aux bornes de la pile, j'ai toujours 9 volts, vous le voyez ici. Si je mesure la tension aux bornes de la première lampe, j'ai 1,8 volts. Puis aux bornes de la résistance, j'ai 5,40 volts. Donc si je fais déjà la somme des deux, ça me fait 6, ça me fait 7,2 volts. 7,2 volts pour les deux. Puis ici, deuxième lampe, 1,8. Donc 1,8 plus 7,2, ça me fait bien 9 volts. Donc si j'additionne cette fois-ci la tension des 3 dipôles, des 3 récepteurs ici, j'obtiens encore une fois la tension aux bornes du générateur. C'est ça la loi de la tension dans un circuit en série et ce sera toujours le cas. Ce sera toujours vrai. Dans un circuit en série, la tension aux bornes du générateur est égale à la somme des tensions aux bornes des récepteurs. On va le noter. Vous allez le noter dans votre cahier, ça aussi. Très important. Très important. Après la correction de l'activité qu'on vient de faire là, que vous avez normalement corrigé dans votre cahier, que vous avez fait dans votre cahier et que vous avez corrigé là, vous allez marquer, vous allez écrire. Alors attendez, hop. Voilà, vous allez écrire. Donc après la correction de la question 4. Donc c'est loi numéro 3. Loi numéro 3. Je vous rappelle que la loi numéro 1 et la loi numéro 2, c'était pour l'intensité du courant. Loi numéro 1, l'intensité du courant dans un circuit en série. L'intensité est la même partout dans un circuit en série. Loi numéro 2, l'intensité du courant dans un circuit en dérivation, qui était que l'intensité dans la branche principale est égale à la somme des intensités dans les branches dérivées. Et donc loi numéro 3, c'est la loi de la tension, donc autrement appelée loi d'additivité des tensions. D'accord, loi d'additivité des tensions. Donc là, elle dit quoi cette loi? Elle dit que dans un circuit en série, virgule, la tension aux bornes du générateur est égale à la tension, à la somme, que la tension aux bornes du générateur est égale à la somme des tensions aux bornes des récepteurs. D'accord? Voilà. Vous pouvez faire un petit schéma aussi après, donc avec par exemple le générateur en haut, avec le plus, le moins. On va mettre un moteur par exemple ici, puis après on va mettre une lampe, voilà, puis après on va mettre ici un résistor. Allez, on va mettre un résistor, et voilà, d'accord. Avec la tension UG aux bornes du générateur qu'on mesure avec un voltmètre. D'ailleurs, je vais le. Ah, mais j'ai pas pris assez de place. Je vais mettre ici un voltmètre ici pour mesurer la tension aux bornes du générateur. Donc, ça, c'est on va dire V1, voltmètre 1. Puis ici V2 pour mesurer la tension aux bornes du moteur. Ici, un autre voltmètre qu'on appellera V3 qui mesurera la tension aux bornes de la lampe. Et ici, un quatrième voltmètre qu'on appellera V4
qui mesurera la tension aux bornes du résistor. D'accord? Donc, mathématiquement, on a U1 qui est la tension aux bornes du générateur mesurée par le voltmètre 1, V1, est égal à U2 qui est la tension aux bornes du moteur mesurée par le voltmètre 2, plus U3 qui est la tension aux bornes de la lampe mesurée par le voltmètre 3, plus U4 qui est la tension aux bornes du résistor mesurée par le voltmètre 4. C'est ça la traduction mathématique de la loi numéro 3 d'additivité des tensions. Voilà, je vous la remets ici. Dans un circuit en série, la tension aux bornes, j'ai mal écrit bornes, aux bornes du générateur est égale à la somme des tensions aux bornes des récepteurs. Voilà, et ça ce sera toujours le cas dans un circuit en série. Voilà, d'accord? Donc par exemple, si U2 égale 2 volts, U3 égale 3 volts et U4 égale 4 volts, alors on aura une tension U1 égale, j'ai oublié, U2 c'est 2 volts, U3 3 volts, donc ça fait 5, et plus 4 ça fait 9. Donc si ça vaut 2 volts, ça 3 volts et ça 4 volts par exemple, hein, c'est un exemple, alors U1 vaudra la somme de tout ça, c'est-à-dire 9 volts. Ok? Voilà. Voilà, donc écrivez bien tout ça dans votre cahier après la correction de l'activité 5. D'accord? On va mettre peut-être un petit peu de couleur. Je reviens tout de suite. Voilà, donc on va entourer en rouge la formule mathématique ici. Enfin, encadrée, on va dire. Très importante à connaître. Voilà. Et puis, loi des utilités des tensions, on peut le souligner en rouge aussi. Voilà. Voilà, très bien. Alors, du coup, pour la semaine prochaine, vous allez me faire du coup l'exercice, enfin l'activité 6, page 117. Donc cette fois-ci, on va s'intéresser à un circuit en dérivation. Et pour l'exemple d'un circuit en dérivation, dans le cahier, ils ont pris la voiture anti-gravité. Alors, la voiture anti-gravité, je vais vous la lire. Vous pouvez la suivre en même temps que moi si vous avez votre cahier. Donc, il y a 3 documents. Donc, voiture anti-gravité vendue dans les magasins de jouets qui a la capacité de monter sur les murs ou de rouler au plafond. Donc, document 1, principe de fonctionnement. Donc, la voiture est alimentée par une pile. Lorsqu'on actionne un premier interrupteur, un moteur tourne, aspirant l'air entre la voiture et le plafond. La voiture reste collée au plafond sans bouger. Ça, c'est comme une sorte de ventouse. D'accord ? Il y a un moteur dans la voiture qui va aspirer l'air entre la voiture et le plafond. Du coup, comme il n'y a plus d'air entre la voiture et le plafond, ça fait effet ventouse sur le plafond. Lorsqu'on actionne un deuxième interrupteur, un autre moteur fait avancer la voiture. D'accord ? Donc ça, c'est un moteur qui fait tourner les roues et qui fait avancer la voiture. Chaque moteur doit être alimenté par la même tension électrique pour fonctionner correctement. D'accord ? Deuxième document, vous avez le matériel à disposition. Bon, ça on s'en fiche un peu vu qu'on l'a pas, ce matériel-là. On utilisera toujours le logiciel d'animation sur Internet. Et enfin, le document 3, vous avez la loi d'unicité des tensions, où vous avez un schéma d'un circuit électrique en dérivation, avec une pile, une lampe et un résistor. D'accord ? Et on vous dit que la loi ici, c'est la tension est la même aux bornes de dipôles branchés en dérivation. Donc, grand U, qui est la tension aux bornes du générateur, enfin de la pile ici, est égal à U1, qui est la tension aux bornes de la lampe, égale U2, qui est la tension aux bornes du résistor. Voilà. D'accord ? Donc là, toutes les tensions sont égales, parce que tous les dipôles ici sont en dérivation. Voilà. Alors, question numéro 1, que signifie le mot gravité dans le nom de la voiture anti-gravité ? D'accord ? On a déjà vu ça, hein, on a déjà vu la gravité, notamment dans la leçon sur les interactions. Question 2, réaliser le diagramme objet-interaction dans lequel est engagée la voiture lorsqu'elle est immobile, collée au plafond. D'accord ? Donc ça aussi, vous savez faire les diagrammes objet-interaction. Hein, d'accord ? Question 3, pourquoi la voiture tombe-t-elle si le moteur qui crée l'aspiration ne fonctionne plus ? D'accord ? Donc vous avez un moteur, je rappelle, qui aspire l'air entre la voiture et le plafond et donc qui fait effet ventouse. Donc si ce moteur-là ne fonctionne plus, expliquez pourquoi la voiture elle tombe si le moteur qui crée l'aspiration ne fonctionne plus. D'accord ? Petite précision, oui. Pour la question 2, quand je vous demande de réaliser le diagramme objet-interaction dans lequel est engagée la voiture lorsqu'elle est immobile. Je vous rappelle qu'un diagramme objet-interaction, ça sert à schématiser, donc c'est avec les petits ovales, avec les doubles flèches qui relient d'autres petits ovales entre eux, etc. Ça sert à
faire la liste, à modéliser toutes les interactions, toutes les forces qui agissent sur l'objet d'étude. Donc ici l'objet d'étude c'est la voiture, hein, d'accord. On n'a pas vu la pression atmosphérique en cours, c'est plus au programme. Il faut simplement que vous ayez en tête que quand je retire de l'air d'une partie d'un objet, par exemple, l'air qui se trouve dans une autre partie de l'objet va vouloir aller dans la partie où il n'y a plus d'air. D'accord. Donc en fait, l'air qui est toujours là va exercer une force sur... va exercer une force pour pouvoir revenir dans la partie où il n'y a plus d'air. D'accord. En gros, on dit généralement que la nature a horreur du vide et que quand il y a du vide, la nature veut le remplir. C'est un peu vrai pour l'air. Quand vous aspirez de l'air quelque part, l'air voudra tout le temps revenir à l'endroit où vous l'avez aspiré parce que vous avez créé du vide et donc l'air qui est autour veut combler le vide en fait. Enfin, il veut. L'air n'a pas de volonté, il n'est pas intelligent. Hein. C'est simplement que vous avez des forces, dont la pression atmosphérique, qui justement agissent pour combler le vide. D'accord. Enfin, elles n'agissent pas pour combler le vide, c'est juste qu'elles sont là et la conséquence de ça, c'est qu'elles comblent le vide. Voilà, l'air va combler le vide. Voilà, donc la pression atmosphérique qu'on a un petit peu vu, mais c'était pas la pression atmosphérique, c'était la pression d'une presse. Vous vous rappelez, je vous ai passé une vidéo où il y a une presse qui appuie sur une pile de CD par exemple. Quand la force de pression est trop grande, la pile de CD explose. C'est pareil avec la pression atmosphérique. L'air qui nous entoure exerce une pression sur nous, un petit peu comme la presse, d'accord. Sauf que c'est l'air qui exerce cette pression-là sur nous, d'accord. Voilà. Donc c'est une force de pression, mais de l'air. C'est pour ça qu'on appelle ça pression atmosphérique. C'est l'atmosphère qui exerce une pression sur nous. Voilà, j'ai l'impression d'avoir dit 15 fois la même chose, mais bon, c'est pas grave. Question 4. Schématiser et réaliser un circuit électrique qui fonctionne sur le même principe que la voiture décrite dans le document 1 à l'aide du matériel du document 2. Donc là, vous utilisez le logiciel d'animation, sauf que dans le document 1, on vous dit que la voiture a deux moteurs. Un pour aspirer l'air et un pour faire avancer la voiture, donc pour faire tourner les roues. Encore une fois, dans l'animation, dans le petit logiciel sur internet, vous n'avez pas le moteur. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez remplacer les deux moteurs par deux lampes. Ce sera la même chose, d'accord. Le résultat final sera le même. Mais il faudra remplacer les deux moteurs par les deux lampes. D'accord. Donc là, faites attention. Il faut schématiser le circuit électrique de la voiture, décrite dans le document 1 à l'aide du matériel dans le document 2. Il faut que vous ayez à l'esprit que pour que les deux moteurs fonctionnent bien, donc pour que les deux lampes ici fonctionnent bien, il faut qu'elles aient la même tension à leur borne. D'accord. Et c'est pas forcément vrai tout le temps, notamment quand on fait un circuit en série. Hein. Si je reprends ici l'exemple avec qu'on a fait avec dans l'activité précédente, vous voyez que pour la deuxième colonne et la troisième colonne, la tension aux bornes de la lampe et de la résistance n'est jamais la même ici. D'accord. Donc c'est pas forcément un circuit en série qu'il faudra... Bref, de toute façon, vous réfléchissez. Vous avez le document 3 qui vous indique que si vous faites un circuit en dérivation, la tension de tous les dipôles qui sont en dérivation sont les mêmes. Donc ça devrait vous faire tiquer un petit peu pour savoir s'il faut faire un circuit en série ou en dérivation. Question 5. Mesurer les tensions aux bornes des différents dipôles. Donc ça toujours avec le voltmètre. Et noter les résultats, vérifier qu'ils sont en accord avec la loi énoncée dans le document 3. D'accord. Voilà. Et enfin, question 6, pourquoi une voiture antigravité peut-elle rouler au plafond sans tomber? C'est un petit peu en rapport avec la question 2 et 3, quoi. Enfin, même la question 3. Voilà. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions si il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Et sur Pronote, bien entendu, hein, vous créez un fil de discussion avec moi et puis vous me posez des questions. Et puis voilà. Et du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour la correction de cette activité-là. Voilà. Allez, bon travail.